forever. NBA now and forever. Et hop, et on est parti pour notre petit... plus discussion que débat. Hein. Ouais. Sur les finales NBA, forcément, semaine dernière, on a parlé des 2 premiers matchs. Depuis, il y en a eu 2 autres. Ouais. Game 3, le match peut-être le mieux maîtrisé par les Pacers. Non. Continue, Quentin. De bout en bout. Pas jusqu'au bout, Quentin. De bout en bout, hein. On inclut le 4e quart-temps. Donc, première victoire à domicile pour les Pacers, tu repasses devant, et ensuite, du coup, il y a eu le Game 4. Le Game 4 où les Pacers sont menés tout match avant de s'effondrer dans le 4e quart-temps parce que t'as SGA qui a déjà mis 15 points dans le 4e quart. Déjà ça. Et aux performances défensives de Chet Holmgren qui a cadenassé un peu cette équipe des Pacers. Du coup, qui ici va jouer le Game 5 à domicile. Faut commencer par Luxembourg d'abord, hein, qui fait un très très gros travail sur Haliburton en 1 contre 1. Trouver des espaces, c'est déjà assez difficile en plus. Et derrière, tu as Chet Holmgren dans la couverture, qu'il faut également saluer le travail dans la mesure où il s'est tordu la cheville. Enfin, il s'est foulé la cheville très tôt dans le match. Encore une fois, au début de 2e mi-temps aussi, il a roulé par terre, il a eu très mal, il allait au-delà de la douleur. Ce match-là démontre aussi qu'OKC en défense, c'est quelque chose de très sérieux. Ils n'ont pas paniqué alors qu'ils ont été dominés toute la rencontre. Ils ont perdu beaucoup de ballons. Oh là 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 là. Et le jeu offensif d'OKC, ouf! C'était quand même compliqué. Je vais commencer par OKC avant le côté des Pacers, si tu le permets. Vas-y. Sur ces 2 matchs dans l'Indiana. Le match 3, il avait très bien commencé. OKC était dans la lignée du Game 2 qu'ils avaient dominé de bout en bout. Et ils avaient très bien commencé la rencontre. C'est la raison pour laquelle j'estime pas que le Game 3 est le match le plus maîtrisé des Pacers. Le premier quart-temps était pour OKC, 32-24. Et en effet, c'est le banc des Pacers. Et qu'on arrête de dire, heureusement, le banc des Pacers était là. Non, en fait, le banc des Pacers, il est là depuis le début. Donc, c'est plus une nouveauté de voir le banc des Pacers aussi performant. Parce que sur les 4 rencontres qu'on a vues durant ces finales NBA, 3 fois, les Pacers ont scoré plus de fois au niveau du banc. OK? Et puis le Game 3 au niveau du banc, on y reviendra après. Il y a 2 énormes, j'ai envie de dire, performances au niveau du banc des Pacers sur ce Game 3. Mais va jusqu'au bout, vas-y. On développe. Pourquoi tu veux revenir juste après? Hein, parce que tu voulais parler d'OKC, donc vas-y, tu sais quoi, je vais développer. Déjà, t'as Benedict Mathurin qui fait un énorme match. Hein. Il finit à 27 points en sortie de banc pour seulement 22 minutes de jeu. Exceptionnel. 9 sur 12 au tir. Enfin, le mec, automatique. Il n'y a rien d'autre à dire, automatique. Le mec, il est arrivé, il a posé ses couilles sur la table et puis il a fait, regardez-moi, moi je vous fais gagner le match avec mon scoring. Et l'autre performance, où déjà t'as des bonnes stats, mais c'est aussi, quand tu le vois jouer, c'est TJ McConnell. Bien sûr. TJ McConnell, 10 points, 5 passes, c'est déjà pas mal en sortie de banc, et il y a 5 interceptions. Les lignes de passe, il les lisait comme personne. Je me suis rematé le match tout à l'heure, avant qu'on enregistre. C'est fou de voir l'impact de TJ McConnell, et comme tu l'as dit depuis le début de la série, dès qu'il rentre, il est là, gestion du tempo. Les gars, ils sont rassurés parce que t'as le vétéran qui est là, en fait. T'as le daron, le daron, il rentre, il calme les gars, il gère bien le tempo. En défense, il est assez intéressant, hein, notamment avec les lignes de passe. Je suis d'accord. Et il joue très juste. C'est un joueur, on a déjà parlé, notamment l'année dernière avec Vlad. C'est un joueur qui joue toujours très juste. Et c'est un énorme atout sur ton banc. En tout cas, il connaît ses zones d'attaque, il sait ce qu'il a à faire, il le produit extrêmement bien, il répond. En fait, il n'y a aucune équipe qui peut dire non à TJ McConnell en sortie de banc, quoi. Et les PSS ont tout intérêt à pouvoir le conserver, à le garder. Il avait déjà prolongé l'été 24 de toute manière, donc tant mieux. Benedict Mathurin, de toute manière, toute la saison régulière, il a été très performant. C'est vrai qu'il a eu un petit creux. Mais en fait, en termes de scoring, Benedict Mathurin, j'estime que c'est le joueur qui est capable de pouvoir créer son propre shoot. Et être métronome sur la position du shoot, donc de scorer sur plusieurs possessions. Et ce qu'il a bien fait, on connaît également ses lacunes mentales, ses erreurs d'attention, des fautes débits qu'il a même démontré dans le Game 4.
Et par rapport à ce Game 3, pour le terminer, il y a un joueur qui s'est un petit peu plus libéré, c'est Tyrese Haliburton, effectivement, où les Pacers ont réussi à sortir du cadenas de la défense d'OKC qui était très étouffante sur les 2 premiers matchs dans l'Oklahoma. Et il y a un joueur automatiquement qu'il faut clairement appuyer, c'est Pascal Siakam, qui, je pense, est peut-être le mieux placé dans la course au MVP des finales si, en effet, les Pacers l'emportent. Et du côté d'OKC, pour reprendre maintenant le flambeau, le Game 4 était très surprenant. Le Game 3 était clair surprenant sur le 4e quart-temps, parce qu'on n'avait jamais vu OKC dominer physiquement, comme ça l'avait été le cas, je pense peut-être même depuis le début des playoffs, où on a vu Chet Holmgren souffrir physiquement, on a vu Shai Gilgeous-Alexander avoir du mal à trouver ses spots, et Nembhard qui fait un excellent travail en 1 contre 1. Nembhard me paraît plus intéressant en 1 contre 1 face à SGA que Nesmith, qui n'a toujours pas trouvé sa position, qui n'a pas trouvé encore une fois son jeu de corps à pouvoir jouer avec SGA. Pourquoi? Parce que Nesmith est déjà plus physique. Mais il a un jeu, mais en tout cas, il gesticule ses mains plus facilement que Nembhard. Et il attire plus de fautes. Nesmith attire plus de fautes. De toute manière, on est l'équipe en playoff, sur toutes les playoffs, où on concède le plus de fautes. Et sur le Game 4, ça ne s'est pas forcément vu, Dieu merci. Jalen Williams a beaucoup souffert. Il a rectifié le tir. Et là, on va rentrer sur le Game 4 par rapport à OKC. Il a rectifié le tir, Jalen Williams, en remportant plusieurs fois des 1 contre 1 face à Aaron Nesmith, qui a quand même souffert dans cette rencontre. Ça ne m'a pas plu. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à casser des lignes de passe d'OKC, en tout cas offensivement parlant, notamment sur le début de match, où on fait un très bon début de match. Et Nesmith en 1 contre 1, par contre, a souffert. Et Jalen Williams a beaucoup soutenu OKC dans le scoring en première mi-temps, surtout sur le premier quart-temps. Ça, c'est une évidence. Le banc d'OKC est intéressant. Alex Caruso, il est énorme, surtout en 2e mi-temps, avec beaucoup d'interceptions. Moi, je mets un petit bémol sur ce Game 4-là parce qu'il y avait beaucoup de fautes qui n'étaient pas sifflées. J'estime que OKC était un petit peu... Les arbitres étaient un petit peu... Alors, je peux me permettre, c'est... Les 2 équipes, et je parle de l'ensemble de la série, hein, pas seulement que du Game 4, où le Game 4, Scott Foster s'est régalé. Mais sur l'ensemble de la série, t'as... Les arbitres sont rarement au niveau de la finale NBA, j'ai l'impression, surtout sur les 2 derniers matchs. Parce que le Game 3, t'avais eu la faute là sur Caruso, où je sais plus qui vient, qui le ceinture, machin. C'est Nesmith, les bras, il n'y a pas de flagrante, ouais. Déjà ça. Game 4, c'est Lugensdorf, il arrive. Ça n'a pas été sifflé en flagrant. Ouais, voilà. Là où il arrache la tête, ouais. Ouais, sous le coup, ouais. Il fait un truc à Haliburton, ouais, c'est pas normal, ça. Donc bon, tu vois, ça fait un partout, tu vois, on va dire un partout, ça n'a pas été sifflé pour les 2, ok. Mais dans les 2 cas, ça aurait dû être sifflé. Ça aurait dû être sifflé flagrante. Et l'arbitrage, ça a beaucoup parlé de l'arbitrage du coup du dernier match. Parce que t'as Jalen Williams, il a 11 lancers francs, SGA il a eu 10 lancers francs, dont 8 dans le dernier quart. Voilà, tu peux parler de l'arbitrage si tu veux, Scott Foster, on connaît. Mais en fait, c'est des 2 côtés où l'arbitrage, je le trouve pas au niveau. Il est pas au niveau sur ses finales NBA. Et ouais, ça, c'est dommage. C'est intéressant de le signaler. Après, moi, j'aimerais rebondir là-dessus. Il faut qu'on évoque également ce qui fait mal du côté d'Indiana. Vous avez l'occasion de mener 3 victoires à 1 en finale NBA. Dieu sait que ça compte quand vous n'avez pas l'avantage du terrain, quand vous n'êtes pas tête de série en finale. Tu sois tête de série ou pas, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais en fait, c'est beaucoup plus grave dans la mesure où t'es pas tête de série. Mais en plus, intrinsèquement parlant, t'es moins fort qu'OKC. Et Indiana a passé son temps, pas que durant cette série, c'est même l'identité de cette franchise, a passé son temps d'être sous-estimé par tout le monde dans le microcosme NBA et voire même dans le sport américain. C'est des gens qu'on ne regarde pas. Là, vous avez l'occasion de pouvoir mener 3 victoires à 1 et de mettre un vrai coup de massue, pas qu'à OKC, à l'image de cette franchise, au sein même de tout le sport du monde américain. Parce qu'en vrai, cette finale, c'est la confrontation du Midwest américain, un marché qu'on ne regarde pas. Et même au niveau de la notoriété des USA en général, on les voit un peu comme le monde des pecnos, des Américains pas très intelligents, ce qui est sans doute vrai d'ailleurs. Mais c'est quelque chose qu'on ne regarde pas, hormis les grands paysages. Et là, Indiana a montré durant ce Game 4 la peur de gagner les a rattrapés. C'est humain, hein, parce que gagner, c'est quelque chose d'extrêmement difficile.
Mais la gestion de ce quatrième carton, on ne l'avait jamais vu. Et moi, je suis persuadé que Indiana n'aurait jamais joué comme ça si et seulement si on n'était pas dans la configuration d'une victoire où tu peux mener 3 victoires à 1. Et c'est ça l'écart qui fait mal auprès des équipes qui ne sont pas habituées à gagner dans les configurations du mois de juin, là où on donne les titres. Donc tu penses que si ça avait été inversé, par exemple, c'était OKC qui menait 2-1, genre imaginons OKC gagne le game 3, et Ouais. le game 4 se passe comme ça, comme il s'est passé. Ouais. Au quatrième carton, du coup, tu penses que les Pacers auraient pas lâché. Ça aurait été l'inverse, qu'ils auraient fait le 2-2, mais en étant menés de base. Ben même ça aurait été une configuration qui aurait été délicate pour Indiana. Pourquoi? Parce que depuis le début des playoffs, ils n'ont jamais couru après le score en playoffs. Ouais, c'est vrai, Jamais. c'est Ils vrai. ont toujours été devant en playoff, toujours. C'est pour ça que moi, l'effet de surprise par rapport au fait que Indiana puisse gagner l'Est, excusez-moi, hein, quand vous regardez les matchs et quand vous regardez les différentes séries, Indiana a toujours été devant. 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, mais tout le temps. Et ils ont même mené 1-0, mais ils ont même mené 2-1 durant ces finales en plus. Donc, dans la configuration où OKC gagne le game 3, je suis pas sûr, après le game 4, de voir les Pacers revenir à 2-2. Peut-être même qu'on parlerait même de la fin de la série actuellement, mais là, maintenant, l'effet est inverse. OKC sait qu'OKC est favori sur ce Game 5. OKC sait qu'ils doivent prendre la main maintenant sur la série sur cette rencontre. Eh ben, n'oublions pas, cet OKC-là en question ne connaît pas cette situation aussi de pouvoir mener en finale NBA devant Indiana. Il ne le connaît pas. Attention, il détient le momentum, ça c'est une évidence. Mais je ne Ah, serais pas étonné, juste pour laisser ta main, je ne serais pas étonné de voir OKC être fébrile pour pouvoir gagner leur troisième rencontre dans ces finales. Vas-y, Quentin. moi, je suis pas sûr, tu vois, parce qu'en fait, la série, tu regardes, c'est exactement la même configuration que contre les Nuggets. Oui. OKC est mené 1-0, OKC revient à 1-1, OKC est mené 2-1, OKC revient à 2-2. Et Mhm. justement, c'est Mapenda qui l'avait dit, encore une fois, sur le Game 4, que les Nuggets, il avait dit que les Nuggets avaient laissé leur chance de remporter la série en ne menant pas 3-1. En faisant. En plus, justement, je crois que les Nuggets choquent dans le quatrième quart sur ce Game 4 contre OKC. Mhm. Ça a vérifié, mais il me semble que c'était ça la physionomie du match. Il me Mhm. semble que c'était comme ça. Et donc justement, OKC connaît du coup la même situation qu'ils ont déjà vécu. Ils ont gagné en 7. Je dis pas qu'ils vont forcément gagner en 7, même si je les avais donné gagnants à notre preview. Mais OKC connaît cette configuration-là cette année. Ce que Indiana connaît un peu moins, j'ai l'impression, parce que même l'année dernière, les Bucks, tu passes rapidement devant. Avec la blessure de Yanis, tout ça l'année dernière, même si Middleton est très chaud, collectivement, Ouais. tu étais resté au-dessus. La demi de conf, c'était contre les Knicks l'année dernière. Ouais. Il me semble que c'était passé tranquille. Oui, 4-3. Hein. Il y avait eu 4-3. 4-3 en demi-finale, ouais. Ah, il me semblait que c'était moins. Non, non, 4-3. Ah ouais, 4-3, merde. Mais c'est Thibodeau, là, il fait le mec, là. Les mecs qui jouent 6 minutes, ils sont fatigués. Après, Jalen Brunson se blesse au game 7 et tout. Chez eux, hein. Ah, Mais les relais frappent. en plus, c'était mené 2-0, ouais. Qui menait 2-0? Les Knicks. Ah ouais. Ah, Mais, j'avais mais même oublié. je sais pas, dans ma tête, c'était vous les avez fumés 4-1, tu vois. Je sais plus pourquoi Non, dans ma non, tête. non, 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 non. Bon, bah. Moi, j'ai rien dit. Vas-y, continue. Mais du coup, sur cette année, OKC a déjà connu la même situation. Et les Pacers, c'était peut-être sur. Comment dire? Je dirais pas sur un matelas parce que les mecs sont restés très sérieux. Mais t'as pas eu la concurrence que tu espérais à l'Est. Donc attention à pas se reposer sur ses lauriers, tu vois. C'est juste ça que je veux dire. De toute manière, en vrai, je comprends ce que tu dis, mais en fait, c'est impossible de se reposer sur ce laurier. T'es en finale NBA. Et en plus, tu viens de perdre le game à domicile là, donc tu peux pas te permettre de jouer. En fait, ça serait une faute professionnelle de la part des Pacers de se reposer sur ces lauriers. Je pense surtout que les Pacers, est-ce qu'ils vont pouvoir remonter psychologiquement après cet échec au quatrième carton du game 4, qui aurait pu leur faire mener 3-1. Donc, psychologiquement, ça fait mal de perdre ce genre de rencontre-là. Est-ce que maintenant les mecs sont capables de pouvoir faire front et à se dire, en fait, la série n'est pas finie à 2-2, en fait. Et j'ai déjà gagné ici. Même si c'était dans des configurations miraculeuses, soyons clairs. Mais on est en finale NBA, il n'y a pas de miracle, frère. Si à la dernière seconde, tu dois scorer pour gagner ta rencontre, prends ton point, poteau. Ah Je suis bah, désolé. Là, Tyrese, il l'a fait. la méritocratie, elle est terminée. Donc, par rapport à ça,
Les Pacers doivent se rentrer le couteau entre les dents en se disant, hé les gars, il n'y a que 2-2, hein. Si le monde leur positionne comme favori, ça les regarde. Mais nous, on a nos armes. C'est le moment de le prouver. En fait, c'est ce que je disais ce week-end avec l'équipe, et je vais terminer avec les Pacers avant d'encaisser avec OKC si tu le permets bien. Indiana, si vous voulez vraiment nous faire voir que vous êtes une équipe qui est taillée pour le titre, si OKC doit gagner ce soir, ils ont intérêt à se donner. Ils ont intérêt à se déchirer. Pourquoi? Parce que si jamais il y a la même victoire que OKC a eu dans le Game 2, par exemple, la prise psychologique que vous allez avoir pour le Game 6, où ils vont retourner dans l'Indiana, d'accord, va être moins importante pour OKC de finir la rencontre que si jamais dans le Game 5 pour gagner, ah gros, c'était chaud. Donc, donc Indy a tout intérêt ce soir à être dans la position où défensivement, je vais devoir me serrer davantage. Au rebond, être enfin une équipe qui ressemble à une équipe taillée pour le titre au rebond en soi, ce qui était le cas sur le Game 1, sinon on n'aurait jamais gagné cette rencontre si on n'avait pas pris 53 rebonds. Donc, il y a des points importants à signaler. En tout cas, je parle des dimensions collectives. Côté OKC, si tu me permets, je termine avec ça. Là, ce soir, c'est le moment de faire le pas. En fait, on n'a pas vu. En fait, on a vu OKC le faire durant le Game 2. On pensait que OKC allait le faire dans le Game 1. Et moi, je suis pas d'accord avec beaucoup d'analystes qui disaient ouais, OKC, ils auraient dû commencer avec 2 mecs dans la peinture. Hein. Chet Holmgren et Hartenstein, ils auraient dû commencer ensemble. Fred Weiss, tous ces petits bolos là. Non, 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 non. OKC, c'est un accident d'avoir perdu ce Game 1. Le Game 2, il continue dans la même ligne directrice avec 4 joueurs extérieurs, d'accord, et avec Chet Holmgren dans in the paint. Donc, avec tout ça, OKC arrive quand même à être présent durant les rencontres. Et en plus, le Game 4 qui gagne, c'est Chet Holmgren dans la peinture. Hartenstein, il est là ou pas? Dans le 4e carton? Attends, je vais regarder ça. Je sais plus. Mais bon, on va regarder ça. Je sais plus. Mais le temps qu'on regarde. Vas-y, mon coco, dis tout. Moi, je voudrais rebondir sur un peu tout l'aspect mental des Pacers. Vas-y, bah, je te le droit. Parce qu'il y a 2 gars où, pour l'aspect mental, ça va être à eux de gérer. Déjà, bien évidemment, le coach Rick Carlisle, parce que lui, il a déjà connu une situation comme ça, 2011 avec les Mavs. Bien sûr. Donc, ça va être à lui de remotiver les troupes. Je me fais pas trop de soucis là-dessus. Hein. Il a déjà montré, il a déjà prouvé. Ça reste un excellent coach et meneur d'hommes. Et le deuxième, ça va être Pascal Siakam. Parce que Pascal Siakam a connu des situations un peu similaires quand il était aux Raptors. Et encore, il a connu des situations pires que ça. Parce que tu regardes les Raptors 2019, du coup, ta finale de conférence. Tu es mené 2-0 contre les Bucks. Ouais, et après, ils reviennent à 2-2. Après, ils reviennent à 2-2, et ça finit à 4-2. Donc, ils enchaînent 4 matchs de suite après avoir perdu les 2 premiers. Tu vois, donc, il sait ce qu'il faut faire normalement. Il sait quel état d'esprit avoir, parce qu'il a déjà vécu. Et même contre les Sixers, hein, toujours en 2019, même contre les Sixers, tu es mené 2-1 et tu reviens à 2-2. Mais tu es mené 2-1. Et là aussi, du coup, il a vu déjà la mentalité qu'il fallait pour revenir à niveau. Quelle mentalité les gars doivent adopter pour justement surpasser l'adversité. Donc j'en attends beaucoup de Pascal Siakam sur les derniers matchs là-dessus. Bah, Pascal Siakam, quelque part, il a aussi disparu dans le 4e quart-temps. Quand tu parlais de Rick Carlisle, j'estime pas que ses rotations étaient les plus inspirées sur le Game 3, mais c'est pas la raison pour laquelle les Pacers sont perdus, soyons clairs. Bénédicte Mathurin avait fait une très bonne première mi-temps sur le Game 4. J'estime qu'il a fait quand même un long passage sur le banc par rapport au 3e quart-temps. Il était quand même assez absent. Pascal Siakam, il avait été intéressant physiquement sur le tout début de la 2e mi-temps de ce Game 4. Physiquement, il faisait même mal à OKC. Et en fait, après, il a disparu de la rotation. Il a disparu des shows offensifs. Il n'a pas forcément été servi. Ils ont oublié de le servir. Et Tyrese Haliburton a reconnu, et d'ailleurs lui-même, il faut qu'on fasse un petit point sur lui, il a estimé qu'il n'a pas forcément été pertinent dans la gestion de son équipe, dans la mesure où Tyrese Haliburton a été gêné physiquement, encore une fois, par Luxembourg, notamment sur la fin du premier quart-temps, en milieu de 2e quart-temps. Physiquement, ça a été très difficile pour lui de sortir des trappes que faisait OKC. Et sur le 4e quart-temps,
Indiana est tombé dans la caricature qu'il faut mettre le shoot à 3 points dans des configurations qui ne correspondent pas à Indy, avec Tyrese Haliburton en un contre 1 et des joueurs qui restent immobiles. Et il a fait un airball, un Turner qui fait un autre airball. C'était désordonné et Siakam a arrêté d'être servi. Quand Siakam n'est pas servi, quand il n'y a pas de mouvement, vous êtes, euh, vous êtes un poisson face à un requin qui s'appelle OKC. Vous allez vous faire dévorer dans l'aquarium. C'est fini pour vous. Et quand c'est comme ça, c'est le meilleur moyen pour terminer Indy. C'est ce qui s'est passé sur ce quatrième quart-temps. Haliburton doit clairement se relancer. Siakam doit continuer à être agressif. Il n'y a pas le choix. C'est vrai qu'il finit avec un 6 sur 15 au shoot, parce qu'on avait l'impression que Siakam avait fait un gros match. Parce que je pense qu'il a fait quand même un bon match, mais il y avait mieux à faire. Parce que finir avec un 6 sur 15, alors que tu es un joueur, offensivement parlant, ou tu es un joueur majeur, soyons clairs. Mais c'est surtout aussi dans le quatrième quart où ça faisait mal. Hein. Il a pris un tir. C'est pas normal. C'est pas normal que quatrième quart-temps, Andrew Nembhard a eu 4 tirs. 4 fois plus que Siakam. Non, en fait, que Nembhard ait eu 4 shoots, ça peut s'entendre à la rigueur. Tout dépend de la manière dont l'équipe a amené au shoot de Nembhard. Mais justement, attends, c'est parce qu'aussi, il y a aussi Aaron Nesmith qui a eu 3 shoots. Siakam n'a eu qu'un seul shoot. Non, en fait, comment expliquer ça? C'est là où ça me dérange. Je peux comprendre le fait que ça te dérange, du fait que Siakam shoot moins que ces deux arrières ailiers qui ont d'abord le profil de pouvoir défendre. Nembhard, par contre, attention, sur tous ses playoffs, il a été performant sur les quatrièmes quart-temps, en mettant des shoots très importants. Donc Nembhard sait le faire. Par contre, ce qu'il faut observer, c'est la manière dont Nembhard a pris ses shoots. Et c'est là où, en effet, je te rejoins sur le fait que ce ne soit pas des bons shoots. Même Nesmith, il a fait des shoots où il part en drive, c'est pas son meilleur choix. Nesmith n'est pas un joueur qui a aujourd'hui la capacité à pouvoir scorer en drive. Il va le faire forcément, c'est un joueur de basket, mais le pourcentage est plus faible. Donc OKC a tout intérêt à voir Nesmith partir en drive que Siakam. Tu vois, Nesmith, c'est un vrai... Il sort d'un écran, il shoot. Il a de très bons pourcentages dans ce genre de configuration. Et il n'a pas été assez bien servi dans ce genre de point-là. Siakam, comme je l'ai dit, il a disparu physiquement. En tout cas, il n'a pas été présent pour pouvoir se montrer et à pouvoir peser dans la peinture, dans la mesure où Hartenstein n'a joué que 3 minutes dans ce quatrième quart-temps. Donc, en fait, Siakam avait l'avantage de taille, que ce soit Caruso, que ce soit Carson Wallace, ou X, ou Dort, peu importe. Donc, on a tout intérêt à pouvoir le servir. Ok, si là où il faut clairement progresser, ça va être au niveau de la gestion, au niveau, on va dire, des mouvements offensifs. C'est trop stéréotypé. Et ça ne pourra pas durer comme ça tout le temps en playoff, qui que soit que tu affrontes. Parce que Jalen Williams en est très bien sorti en un contrat face à Nesmith en première mi-temps de ce Game 4. C'est vrai qu'il sera porté par le public, parce que le public du Paycom Center compte énormément sur le fait à ce que OKC a tous les avantages pour pouvoir gagner ce Game 5. Mais en fait, les équipes commencent à se comprendre. Tu arrives au 5e match, mon Quentin. Donc, vous commencez à capter qui est qui. À un moment, on va commencer à lire qui est qui. Et pouvoir faire des différences, ça va être de plus en plus compliqué. Donc, OKC, qui finit la rencontre avec plus de ballons perdus que de passes décisives, ça ne va pas durer longtemps comme ça. Hein. Surtout si les Pacers commencent à gagner en rythme et à scorer comme il faut. Parce que les Pacers n'ont pas un très bon pourcentage sur ce 4e match. Hein. Si tu fais le bilan des cocos, là, ils ne shootent pas très bien à 3 points, hein, à ma connaissance. Hein. Ils font un 11 sur 36. 30%. De toute façon, les deux équipes ont très mal shooté à 3 points sur ce Game 4. Hein. Oui, je suis d'accord avec toi. Ok, ici, shoot beaucoup moins à 3 points que les Pacers. Hein, ils en ont pris que 16. Seulement 3 réussites. Waouh. Donc, on a perdu un match comme ça. Aïe. Ok, ici, tu vois, quand on avait fait la preview, où j'étais allé chercher des stats, justement, ok, ici, n'a jamais très bien shooté sur ses playoffs. Il y a eu quelques matchs où, oui, bien sûr, ils ont bien... Le Game 2, par exemple. Le Game 2 de la finale, Wiggins. Mais c'est à peu près... ils ont à peu près 1 ou 2 matchs, ça dépend de la durée de la série, hein. Ils ont 1 ou 2 matchs où là, oui, ils sont bons à 3 points, mais sinon, le reste de la série, ils sont... C'est mauvais. C'est mauvais, mais là où fait la différence de Casey, c'est sa défense. Si ce match-là, le Game 4, je le répète bien, il avait tous les points pour que OKC puisse le perdre. Ils ne l'ont pas perdu, pourquoi? Parce que c'est une grande équipe. C'est pas une grande équipe que sur la saison 24-25. OKC se prépare à devenir une grande équipe sur tout le reste des années 2020. S'ils font bien les choses. En tout cas, ce genre de configuration de match-là démontre que les Pacers ne peuvent pas se permettre de se reposer pendant 3 minutes, 4 minutes. Impossible. OKC sera là derrière. Ouais. Donc pendant 48 minutes, les gars,
Autrement dit, ça veut dire que pendant 1 heure et 1 heure et demie, il va falloir être concentré pendant X temps. Est-ce que les Pacers en sont capables? Beaucoup de gens en doutent. Moi, je crois en eux. Mais s'ils ne le produisent pas, ça ne serait pas une surprise. C'est beau. Je suis désolé. On parle avec tout, on est objectif tout en supportant son équipe. Bon, ça se voit que les Pacers, c'est une moins bonne équipe que OKC. Donc, quand la fenêtre est là pour pouvoir finir cette équipe-là, faut pas rigoler avec ça. Hein. C'est comme Djokovic en grand chelem. Hein. Dès qu'il a des trous, faut le finir, gros. Parce que quand il va se relancer, il va te dégommer. C'est comme, tu vois, toujours reprendre les baskets, c'est comme les Warriors 2016, par exemple. Oh là là, ces mecs-là, vas-y, frère. Il y avait l'occasion de terminer, t'as laissé ta chance passer, tu t'es fait remonter. Et ça, tu peux trouver beaucoup de finales comme ça. Ah, tu veux Les parler de Spurs. Warriors 22? Warriors 22, je pense que tu veux dire face aux Celtics, je crois. Non, je disais Warriors 2016. Mais ils menaient 3-1. Ouais, mais t'as laissé l'occasion. Ah oui, bien sûr. Dans, Bah, dans cet t'as le aspect-là. bolos là, de Draymond Green là, que Mapenda défend tous les jours, là, qui a mis un coup à l'endroit qu'il ne fallait pas. Attends, frère, en Ouais. finale, tu te comportes comme ça? Mais t'as raison de dire 2022 aussi, parce que Celtics menait 2-0. Bien sûr. 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1. pardon, oui. 2-1. Ils ont laissé l'occasion de se faire remonter. Les Suns, c'est les Suns qui menaient 2-0 la saison 21. d'avant. Ouais, 21. Tu mènes 2-0, tu laisses l'occasion de te faire remonter. Les Spurs 2013, tu mènes 3-2. Tu laisses l'occasion de te faire remonter. Non, tu mènes 3-2, hein. Ouais. Tu mènes 3-2 et tu laisses un mec faire son meilleur quatrième quart-temps en carrière, j'ai l'impression. Tu laisses l'occasion, tu vois. Et ça, tu peux le retrouver à chaque fois. Tu peux le retrouver dans beaucoup de finales. Bah, tu peux retrouver dans beaucoup de finales et ce Game 5 va clairement être décisif sur la suite de la série. C'est vrai que beaucoup de personnes donnent OKC gagnant et ça peut clairement s'entendre en termes d'arguments par rapport à ce qu'a produit OKC, que ce soit déjà sur leur assurance défensive avec Luguensdorf qui oblige Tyrese Haliburton à réfléchir, qui oblige Tyrese Haliburton à prendre des décisions qu'il ne veut pas prendre. C'est ça qui est intéressant de la défense d'OKC dans la mesure où le premier rideau est fait, t'as encore d'autres mecs derrière qui viennent derrière. Donc dès qu'il y a un espace, ça oblige les Pacers à scorer. Et les Pacers scorent, c'est vrai. Mais malheureusement, de l'autre côté, on connaît leur faiblesse au rebond. Parce que OKC prend combien de rebonds sur le Game 4? Ils en prennent 12. Seulement. Mais c'est beaucoup, hein. Ils en prennent 12 et ils prennent surtout 43 Ah oui, 12 rebonds. rebonds offensifs. J'ai cru que t'étais en train de me dire 12 rebonds. 12 rebonds tout court, je suis en train de me dire, wow, il y a eu un problème. 12 rebonds, tu marques même pas 40 points. À la fin du match, c'est terminé. Je suis en train de me dire, mais attends, il a pris 15 rebonds, comment ça 12? Non, mais Chet Holmgren, quand tu fais le bilan, en tout cas, il fait une belle série en soi. C'est vrai que le Game 1, il avait un petit peu souffert, mais il s'est bien repris sur le Game 2, sur le Game 3 aussi, même s'il a un petit peu souffert également sur le quatrième quart-temps. Mais, Quatrième quart, c'était dégueulasse un peu. ouais, c'était très difficile sur le Game 3. Mais, OKC, comme d'habitude, se reprend toujours après une défaite. Il ne laisse... psychologiquement, il y a quelque chose qui est marqué en eux. On ne peut pas perdre de match de suite face à la même équipe. C'est tout à leur honneur de pouvoir le produire. Ce soir, OKC doit jouer comme étant l'équipe, comme étant la future championne. C'est ce qu'on attend de ce soir. Ils sont capables de le faire, ils sont capables de le produire. Mais tu vois ça, de ne pas perdre deux fois contre la Avec même équipe. Je pense à un traumatisme de l'année dernière avec les Mavs, tu vois. Oui, Avec PJ Washington qui leur faisait. PJ Washington qui était sorti de sa boîte, là, qui les démontait. Je pense à un traumatisme, ça. bah, tu vois, c'est même un très bon exemple que tu viens de mentionner parce que nous, on se souvient tous de la série 2024, demi-finale de conférence Ouest face aux Mavs. Les Mavs, pourquoi ils avaient gagné? Pas à cause de Doncic. Hein. Physiquement, tu voyais une vraie différence entre les deux équipes. Oh là 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 là. Tu voyais une vraie diff, que ce soit au rebond, que ce soit les batailles au sol, que ce soit les prises de décision, les courses. Non, les Mavs, physiquement, ils sont rentrés dedans. Et ils le savaient qu'ils étaient plus forts. D'où les transferts qu'il y a eu cet été. Alex Caruso qui est capable de lutter. Hartenstein qui est capable de prendre du rebond ainsi qu'offensif et il est également performant à la passe. Hein. Hartenstein, c'est aussi un bon joueur de main. Donc avec toutes ces armes-là, OKC dispose d'assez de munitions pour pouvoir vraiment faire très très mal aux Pacers, comme ça a été le cas au tout début de cette série. Les Pacers se sont régulés dans les Majors d'Indiana, c'est une réalité. Est-ce qu'ils sont capables de le reproduire maintenant au Paycom Center? Je crois que oui. Alors, on espère. Et, Pour moi, c'est même pas j'espère, il le faut. et tu vois, j'ai repensé quand on parlait du shoot d'OKC. Il y a un truc où j'en ai marre de le voir faire ça, c'est SGA avec son step back à 3 points là.
Tu sais, son step back qui rentre jamais, Ouais, là. ouais. Ah, Bon, comment il m'énerve. Ah, mais en comment il fait, m'énerve. oui, excuse-moi, hein, parce que sur le Game 4, il en a mis un qui a clairement C'est le seul qu'il a causé mis. Ah, il a fait un step back sur le Game 4, là, ça nous a fait taire dans la salle. On a compris que. Moi, j'avais compris que. Ça sent mauvais. Va falloir Mais tu vois, vraiment qu'on. c'est le seul qu'il a mis. Et en fait, à chaque fois que je me mate les matchs, là, tu le vois, il fait son petit dribble. Et tu là, tu fais. Ah, il va prendre un step back à 3 points. Là. Son step back, je sais pas, je le trouve trop bizarre. Comment il fait son mouvement, je le trouve trop bizarre. Et à chaque fois, c'est une brique. À chaque fois, c'est une Ouais. brique. En fait, c'est quand, C'est. c'est quand tu Je me dis t'attends pas que ça pourquoi. rentre, c'est ça? Ouais, non, mais je me dis pourquoi. Pourquoi tu continues, en fait. Mais, mais peut-être parce qu'il a pas de solution. Et à un moment, je sais pas si t'as regardé, mais t'as regardé le game, à un moment pour Hmm. SJ, pour scorer, c'était pas facile, hein. Ouais, mais je C'était- parle vraiment de toute la série. Où à chaque fois, je le vois, genre, il y a de l'espace. Généralement, quand il le tente, ce step back, il, il fait un début d'isolation, il fait 2 dribbles, il fait son step back, puis bah, en fait, il envoie une brique. Et à chaque fois que je le vois faire ça, et que je regarde le match, je me dis, mais arrête! Arrête! Parce que, je sais pas, ça me saoule. Ça me saoule les joueurs. Alors, il en a mis en game 4, qui a fait du mal. Pour ça qu'il faut continuer aussi. Mais ça m'énerve Bien ces sûr joueurs, qu'il tu faut sais, continuer. qui vont te faire plusieurs fois la même action dans le match, et l'action ne réussit jamais. Tu vois, je sais pas, ça m'énerve, moi. Ouais, mais de toute manière, il aura le droit de shooter à 3 points. Et de toute manière, on ferait Ouais. mieux de lui donner des shoots à 3 points dans la mesure où il est à 1 sur 4 sur le game 4 en soi. Il met le shoot qui fait mal, c'est vrai. Mais SJ fait quand même un très très gros match, hein. Il faut forcément qu'on évoque lui dans notre podcast. Il finit le game 4 avec un 12 sur 24 à 3 points, 40 minutes pourtant, 35 points. Il est tout simplement en route pour gagner le titre MVP des finales. SGA, par contre, il y a juste un point, c'est qu'il fait aucune passe décisive. Donc en vrai, moi je pense que du côté des Pacers, on devrait continuer à pouvoir isoler SGA et des autres. Si tu peux scorer, score. Si tu peux pas scorer, tant mieux, on te ralentit. Mais fais pas de passe D. Parce que si tu commences à lancer les mecs euh, en attaque, ça va être. Oh là là. Bah, le match où il a fait le plus de passes décisives, c'était le game 2, Ouais. où il finit avec 8 passes décisives, hein, alors qu'il a un moins de 4 sur la série. En plus. Et Tu c'est le vois. match où vous avez le plus souffert. Ah, le Game 2, ça a été une catastrophe. Tiens, moi, je vais terminer par là mon avis par rapport à cette série de playoffs du côté des Pacers. En vrai, ce Game 2 me fait plus mal que le Game 4. Parce que ce Game 2-là démontrait qu'on n'était pas encore entré dans cette série, bien qu'on ait remporté ce premier match. Et en plus, je m'attendais à ce que sur le Game 2 puisse davantage nous détendre. Mais physiquement, on a encore une fois beaucoup trop souffert. On a très bien répondu sur les 2 matchs dans l'Indy, c'est vrai. Mais le match au Game 4, c'est vrai que, objectivement parlant, il fait très mal. On a la possibilité de mener 3-1, mais on est à 2-2. Mais en fait, moi, j'ai déjà vu les Pacers se rebondir dans ce genre de circonstances. Même si on est en finale NBA et que c'est pas la même chose, c'est pas la même présence mentale qu'il faut avoir. Mais ce Game 4 me fait pas si mal que ça parce que j'ai vu les Pacers bien jouer au basket. J'ai vu les Pacers bloquer OKC en défense. J'ai vu les Pacers avoir la main sur le rythme de la rencontre. Et ça m'a davantage rassuré de voir cette configuration-là pour la suite de la série. On a dindé sur le 4e quart-temps parce qu'OKC nous a fait mal et que nous, psychologiquement, on a eu peur de gagner. Ça s'est vu. On a arrêté de jouer au basket. En tout cas, de bien jouer au basket. En un mot, on a eu une très mauvaise exécution offensive qu'on n'avait jamais vue de toutes ces playoffs. Donc, on connaît ce qu'il faut régler. À nous maintenant de le mettre en pratique. Je sais que c'est pas évident parce qu'on a une sacrée équipe en face. T'as tout dit. On travaille. Oh, autre chose à rajouter, mon Damas? Oui, oui, oui. Bah, donne ton pronostic pour ce soir, chouchou. Alors ce soir, alors pour ceux qui vont regarder la vidéo, puis même de toute façon l'audio, hein, le match aura déjà passé vu qu'on enregistre le 16. Euh, Ce soir, moi j'avais mis, pour la preview, j'avais mis OKC 4-2, mais, mais je pense que ça va aller en 7. Tu vois, je pense que ça va aller en 7. C'est fou, hein. Vous êtes beaucoup à penser comme ça, hein. Bah, les Pacers ont montré qu'ils avaient les capacités. Ouais, en fait, ouais, c'est vrai, tu as raison. Je peux le comprendre. Je peux le comprendre. Et si on Je- va en... Ouais, vas-y, termine, excuse-moi. Ouais, vas-y, je dirais OKC ce soir. Ça s'entend. Je dirais Moi, OKC, peut-être pas de beaucoup, je sais pas. En fait, c'est trop compliqué à dire. Mais qu'est-ce qui te fait douter que ce soit difficile à dire pourquoi OKC gagnant?
Non, je parlais de l'écart. Ouais, ben parlons de l'écart. Oui, pardon, excuse-moi, sur l'écart. Parce que t'as deux équipes qui savent remonter le score. Ouais. Donc c'est pour ça, en fait, donner un écart, tu vois. Même si l'écart est pas élevé, tu vois, en fait, tu vas regarder dans le match. Ça se trouve, l'écart est pas élevé, mais t'as une des deux équipes qui était dégueulasse. Ou l'écart va être élevé, mais les deux équipes ont joué à peu près au même niveau. C'est juste une des deux équipes a été plus à droite, plus de lancers francs. Enfin voilà, mais je trouve que c'est compliqué à pronostiquer les matchs de cette série. Parce que Ouais, c'est OKC, dur. O- Ouais, c'est dur. OKC, que ce soit sur le papier ou même quand tu regardes le match, tu sens que c'est une équipe meilleure. Mais l'exécution des Pacers fait que tu as l'impression qu'ils sont au même niveau. Mais en fait, les Pacers jouent peut-être à un niveau qui n'était pas attendu sur le niveau de ces finales, en fait. C'est peut-être ça, Mais, hein. mais c'est pour ça, tu vois, en fait, dans l'exécution des Pacers, euh, ils rattrapent le manque de talent comparé au KC. Ouais. Parce qu'au KC, t'as des joueurs plus talentueux sur beaucoup de postes, je trouve, parce que Jalen Williams, vas-y, tu peux comparer avec Siakam, tu as au niveau du talent, hein, attention. Euh, Haliburton, tu peux pas le comparer avec SGA, SGA est Bah non, largement bah non, au-dessus. bah non, il est au-dessus. Chet, Même si c'est pas le même rôle, mais intrinsèquement, tu sais qu'SGA, voilà. Chet a les capacités pour être bien meilleur que Miles Turner. Bah oui. Bah, Déjà au rebond, déjà. ouais, ouais, oui, déjà le rebond. Caruso, je pense qu'on peut dire qu'il est meilleur que Nembhard sans trembler. Ouais. Bah oui, c'est un meilleur joueur de basket. Après, t'as Hartenstein, sur le On banc des n'a pas, d'é- Pacers, t'as pas on n'a pas de. d'équivalent. On n'a pas d'équivalent. Ouais, tu vois, c'est pour ça, en fait, OKC a plus de talent, mais les Pacers, ouais, vraiment, leur exécution quand tu regardes le match et que tu regardes l'exécution des Pacers, t'as l'impression qu'ils ont le même talent que OKC. Bon, en fait, ça veut dire que le collectif des Pacers fait en sorte à rattraper un petit peu le niveau des joueurs Ouais. intrinsèques d'OKC, mais OKC défensivement est tellement ferme qu'on se demande comment maintenant les Pacers vont pouvoir s'en sortir face à ce genre de configuration. En fait, pour que les Pacers puissent s'en sortir, il va falloir hausser le niveau défensif et au rebond. Sans ça, ils perdront les finales NBA. Bah, si t'as Turner, il continue de tourner à 4 rebonds de moyenne alors qu'il fait 2m11. Non, c'est inadmissible. Ah oui. C'est inadmissible. Il te doit au moins d'être en moyenne d'être à 7, au minima. Il est même pas dans le top 3 des Pacers, hein, pour les rebonds. Ben non, Haliburton a une meilleure moyenne que lui. Ouais. Il est cinquième. Il est cinquième. Waouh. Waouh. Siakam prend quasiment 8 rebonds par match. Aaron Nesmith prend quasiment 7 rebonds par match. Ouais. Haliburton, du coup, en prend 6. Et Obi Toppin en prend quasiment 6. Alors, Et les encore, Pacers, heureusement qu'ils scorent beaucoup, hein. encore, tu vois, t'as Siakam qui est à peu près dans les mêmes moyennes que Turner. Vas-y, ok, si tu veux. Obi Toppin, il est athlétique. Vas-y, si tu veux. Otto, Haliburton prend plus de rebonds que toi. Et c'est pas. Il prend un demi-rebond de plus, il en prend 2 de plus. C'est énorme, mais comme je l'ai dit, pour que les Pacers envisagent de gagner le titre NBA, il va falloir clairement hausser le niveau en défense en faisant moins de fautes et surtout en prenant du rebond. Ça va être clairement la clé pour les Pacers durant les 3 derniers matchs qui restent potentiellement parlant sur ces finales NBA. La finale finit cette semaine, donc moi, psychologiquement, je risquerais d'être très marqué par rapport à ce qui va se passer, que ce soit positivement ou négativement, où j'aurai les 10 prochains jours où je serai vraiment touché. Mais je peux déjà, pour terminer ce podcast, je dirais déjà vraiment merci pour mes Pacers, dont j'ai tout à fait raison de les supporter depuis la saison 2000-2001, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question tu supportes les Pacers depuis quand, toi écoute, bolos, reste tranquille. Nous, on est des mecs, on se lève à 2h du matin, frérot. Donc, commence pas à faire le mec mortel avec moi, parce que s'il faut commencer à parler des effectifs des Pacers sur les 20 dernières années, je suis présent, gros. Donc, reste calme, tu vois. Bon, je ferme ce chapitre-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à critiquer sur des surfaces des réseaux sociaux, à savoir, il y a des nouveaux supporters des Pacers qui commencent à arriver. Non, poteau. Commence pas. Si vous m'invitez sur un plateau, je vais tous vous régler. Voilà. Voilà, c'est dit. Moi, je Mais, conclurai par. vas-y, Quentin. Tu vas prendre un coup de vieux, attention. De quoi? T'as commencé à supporter les Pacers quand je suis né. Ah ouais. Ah ouais.
Bon, on va peut-être terminer ce podcast avec ça, je crois. C'est peut-être intéressant. Oui, Non, mais Forever, c'est une équipe multigénérationnelle. complètement. Pour le pronostic du Game 5, Pacers gagnant. Tu connaîras tous les matchs, mais Pacers gagnant. Mais c'est plus intéressant de dire de quelle manière on pourrait gagner cette rencontre. Il va falloir impérativement qu'on rentre bien dans cette rencontre. On ne pourra pas se permettre d'être à l'arrière, de courir au score, parce que psychologiquement, avec la défaite du Game 4, plus le fait de courir après le score, est-ce qu'on sera capable d'être présent dans le Game 3 quart-temps? Ouais. Bien rentrer dans ce Game 5 sera plus important pour les Pacers que OKC. On compte sur Haliburton. Il s'est un peu rattrapé quand même sur les premières mi-temps, parce que le début de la série, on avait vu les stats. C'était difficile. Il fait genre 3 points de moyenne sur la première mi-temps. Oui, en effet, il s'est plutôt bien rattrapé, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore la Haliburton qu'on attend. Et Dort, de toute manière, s'il est dans la meilleure équipe défensive de la ligue, ça s'entend très très bien, sans compter que Luguentz Dort est très 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 intéressant à 3 points sur toutes les finales NBA. Puis aussi, il est intéressant parce que lui, il joue pas trop avec les mêmes règles. Lui, il a le droit de t'arracher la jugulaire avec les dents, il n'y aura pas faute. Non, mais ça, c'est l'action. C'est vrai qu'il aurait dû prendre sa flagrante. On est complètement d'accord. Ça n'a pas été le cas. Bon. Pas la première. Voilà. Non. Moi, je dis juste. Non. Que Toi, t'es là pour semer la zizanie. Mais en vrai, Dort n'est pas. Sur ces finales-là, il fait pas le dur du dur. Non. Je trouve pas. Non, c'est vrai que comparé à d'habitude, il est un peu plus regardable. C'est mon avis. Non. Quelqu'un qui veut jouer dans la ligue et qui veut être bon des côtés des terrains et qui va apprendre à bien défendre, il peut regarder Luguentz Dort par rapport à ce qu'il fait. Petit coup d'Opinel. Comment c'est difficile pour Quentin de dire quelque chose d'intéressant sur le bonhomme. Qu'est-ce que c'est dur. Moi, je dis juste que forcément, c'est le droit de jouer à l'Opinel. C'est facile de défendre. Oh là là, c'est dur. Oh là là, non, arrête ça. Quand t'es en finale NBA, c'est pas pour rien, poto. Ouais, c'est parce qu'il a de très bons coéquipiers. Non, arrête, c'est bon, arrête ta mauvaise foi, on a compris, tu le détestes, ok? Mais ne sois pas débile, comme les supporters du Paris Saint-Germain, d'accord? Et encore plus ceux de l'Olympique de Marseille. Je supporte Marseille. Comme ça, il se met les deux à dos, allez hop. Voilà, je supporte Marseille, donc je sais de quoi je parle. Ouais, on les connaît. Allez, histoire de faire le trio, un petit mot sur les supporters de l'OL. Non. Comme ça, t'auras fait les trois, tu vois, histoire de conclure le street. Tu veux raconter quoi à ces gens qui... Qu'est-ce que tu veux dire? Lyon, aujourd'hui, est un... Oh là là, Lyon. Oh mon Dieu. C'est un club qui perd en stature. Et c'est perdant pour toute la France. Voilà. On souhaite une bonne continuation à Cherki chez Pep Guardiola. Et voilà, il est mieux là-bas. Pour jouer au foot, en tout cas. Ouais. Sur ces belles paroles, je pense qu'on peut vous laisser là. Merci à tous pour le visionnage, pour l'écoutage. Yes. Ça se dit pas, je sais, mais je m'en fous. N'oubliez pas de nous laisser une petite note de 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. Petit pouce en l'air pour YouTube, petit commentaire pour le référencement. Et ouais, on arrive dans le marketing. Voilà. Si possible, pas un commentaire pour nous faire chier avec Zion Williamson et ses affaires extra sportives. Oh là là, lui, oh là là. Qui se concentre à jouer au basket. Voilà. Je sais que les Pelicans en ont besoin. Voilà, comme Rudy Gobert. Il a fait des playoffs, celui-là. Magnifique. Et lui, on l'attend, lui. MVP de l'extra sportif. Mais voilà, sur ces très belles paroles, en hommage à notre cher Vladimir, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.